Bonjour à tous, je m'appelle Amira Benatia, je suis pneumologue à l'hôpital Saint-Louis et je vais vous présenter aujourd'hui succinctement quelques études que nous avons menées ou qui sont encore en cours à Saint-Louis. Malheureusement, le professeur Tazi n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais il a été généreux, il m'a confié sa présentation, je vais essayer de vous décrire. Il a tenu à présenter deux études, une clinique et une biologique. La première, c'est l'étude ECLA, c'est une étude de phase 2 qui avait pour objectif d'évaluer l'efficacité et la tolérance de la cladribine dans l'histiocytose enguerrandienne pulmonaire de l'adulte, symptomatique et avec altération de la fonction respiratoire. Donc, comme vous le savez, il n'y a actuellement aucune étude qui a fait cela. On a des cas rapportés d'efficacité, mais on fait face à un biais de publication. Et donc, l'objectif de cette étude, c'était vraiment de statuer sur cette question. Et je vois qu'il a mis en dessous la prophylaxie. C'est comme on le sait, la cladribine induit une lymphopénie prolongée. Et donc tous les patients inclus dans l'étude étaient sous prophylaxie anti-pneumocystose avec du Bactrim ou de la Velvon et anti-herpès avec du valacyclovir. Tant que leur CD4 ne remontait pas, et donc ça pouvait durer plusieurs mois, voire années. Vous avez le schéma de l'étude ici. Voici le protocole. Donc c'est 4 cycles de cladribine. C'est donc une injection sous-cutanée par jour, 5 jours consécutifs, 0,1 mg/kg, et c'est une fois par mois pendant 4 mois. Et vous avez là la liste des examens réalisés, notamment l'évaluation aussi par PET scanner, parce qu'on se posait aussi la question du bénéfice de cet examen dans l'évaluation de la réponse thérapeutique, enfin prédire la réponse thérapeutique. Les critères d'inclusion sont résumés dans cette diapositive. Donc, c'était des patients âgés entre 16 et 55 ans, qui étaient symptomatiques avec une dyspnée NYHA supérieure ou égale à 2, qui avaient soit un trouble ventilatoire obstructif, soit une décroissance, une dégradation sur l'année qui précède, qui était définie par une perte de plus de 15% ou égale à 15% de VEMS, de capacité vitale forcée ou de DLCO. Et on pouvait inclure des fumeurs actifs également. Le critère de jugement principal, c'était l'incidence cumulée d'amélioration à 6 mois. Et la réponse était définie par une amélioration soit de la CVF de plus de 10%, ou l'amélioration du VEMS en pourcentage de plus de 10% et plus de ou égal à 200 ml. Les critères d'exclusion sont résumés ici. C'est des patients trop sévères, donc chez lesquels on n'attendrait pas de caractère réversible et de réponse au traitement. Donc des hypertensions pulmonaires sévères, un VEMS inférieur à 30%, une hypoxémie, et puis d'autres critères d'exclusion. Donc, il a fallu attendre 5 ans après la fin du suivi du dernier malade, en fait, pour pouvoir analyser, en tout cas publier les résultats, puisque on avait été retoqué à l'époque sur le risque de cancer secondaire sous cladribine. Et donc, il a fallu attendre 5 ans pour pouvoir mesurer ce critère-là. Et donc là, normalement, on y est, on devrait avoir les résultats prochainement. Deuxième étude dont il voulait parler, ça concerne en fait la biologie, c'est une étude biologique. Et ça fait un peu écho à toutes les discussions de ce matin, c'est l'origine des cellules de l'histiocytose enguerrandienne, là pour le coup pulmonaire. Et donc il y a les deux hypothèses, soit c'est purement pulmonaire, et donc du coup ça dérive de précurseurs pulmonaires, ou la seconde hypothèse, où ça dérive de progéniteurs hématopoïétiques, et donc du coup c'est une maladie systémique. Alors du coup j'ai cru comprendre que ce matin on pensait que ça pouvait être les deux. Alors dans l'histiocytose enguerrandienne pulmonaire, en tout cas les données qu'on a semblent pencher pour l'origine hématopoïétique, et ça par plusieurs exemples. On a l'exemple par exemple des enfants qui sont traités durant l'enfance pour une histiocytose, qui sont considérés comme guéris, et puis qui se mettent à fumer durant l'adolescence et qui vont sortir une atteinte pulmonaire. Donc on se dit qu'il y avait probablement un clone persistant. On a l'exemple des transplantations bipulmonaires,
où on a des formes localisées au départ, pas d'atteinte extra-pulmonaire, et puis l'atteinte pulmonaire est sévère. Et donc on les greffe des deux poumons, on change les deux poumons, parce que ça peut se poser si c'est de l'unipulmonaire, et qui peuvent rechuter sur le greffon après. Et enfin, il y a un modèle murin de souris transgénique BRAF V600E, où on a créé la mutation dans les progéniteurs myéloïdes. Et puis, quand on s'arrête à là, elle ne développe pas de lésions, en tout cas qui ressemblent à celles de l'histiocytose. Mais quand on fait fumer les souris, là, elle développe des lésions pulmonaires proches. Et on a montré aussi que dans les progéniteurs, on avait dans le sang la mutation à toutes les lignées. Et donc c'est le substrat en fait pour ce travail qui a pour objectif d'essayer de mieux caractériser les cellules sanguines. Donc du coup on travaille sur les PBMC par deux méthodes. Du single cell RNA-seq et de la cytométrie en flux, de patients qui ont une histiocytose langerhansienne pulmonaire isolée comparée à 5 témoins fumeurs. Et donc je pense qu'on peut avoir des résultats un peu sympas, intéressants en tout cas, puisqu'il y a plein de populations différentes de monocytes. Et puis il y a la même analyse qui va être faite sur les cellules dendritiques. Est-ce que ça dérive des cellules dendritiques? Est-ce que ça dérive des monocytes? Est-ce que c'est les classiques, etc. Donc il y a tout un gros travail qui est en cours et dont l'analyse n'est pas encore terminée. Et donc ça, c'était la partie du patron. Et donc je vais pouvoir vous présenter moi. Donc ça reste dans la biologie. Donc tout à l'heure, dans le sang, on a exploité les cellules et là, on voulait exploiter les médiateurs. J'ai appelé ça à la quête de biomarqueurs sanguins, parce que je ne suis pas sûre qu'on les ait vraiment identifiés, mais je vais vous montrer un petit peu, c'est difficile. Et puis maintenant, je comprends que c'est des yeux, puisqu'on a la biopsie cutanée en peau saine. Donc est-ce que j'ai besoin d'un marqueur diagnostique maintenant pour mes formes isolées? Donc pour les biomarqueurs diagnostiques, globalement, l'approche diagnostique dans les atteintes pulmonaires dérive principalement du scanner, quelle que soit la raison qui a amené à réaliser un scanner thoracique. Et on fait face schématiquement à deux situations. Soit on a une forme nodulo-kystique, donc c'est un aspect caractéristique de nodules troués, de kyste à parois fines, parois épaisses, qui prédomine dans les parties supérieures et moyennes des poumons. Et donc quand on a cet aspect-là, comme chez tout patient, on va regarder si on a une atteinte extrapulmonaire ou pas. Ce n'est pas le plus fréquent, c'est 20 à 30% d'atteinte extrapulmonaire dans les formes pulmonaires de l'adulte. On essaie de biopsier ce qu'on peut, et donc on a le diagnostic de certitude, mais sinon on peut se contenter d'un diagnostic présomptif, puisqu'on n'a pas d'autres diagnostics différentiels. Et puis on suit les patients et on voit bien, on regarde si ça évolue bien comme une histiocytose, et donc dans un contexte évidemment clinique compatible. Et donc ça, c'est notre démarche pour les formes nodulo-kystiques. Et puis, on fait face aussi aux formes kystiques pures qui sont plus difficiles là pour le coup. Donc, vous avez deux exemples de scanners, soit des kystes, soit des formes un peu très évoluées qui peuvent même ressembler à de l'emphysème. On peut ne pas faire la différence parfois. Donc, quand on a des signes extrathoraciques biopsiables comme la peau ou l'os, c'est facile. On a notre diagnostic de certitude, quoique la biopsie osseuse parfois, ça peut être quand même difficile pour analyser. Quand on a le diabète insipide, pareil, avec un tableau clinique et un scanner compatible, c'est facile. Mais puis, par contre, quand on a une forme pulmonaire isolée, kystique pure, on a plusieurs problèmes. Et donc, du coup, comme je l'ai dit, l'atteinte extrathoracique est faible. On a d'autres diagnostics chez l'adulte différentiels, que sont la lymphangioleiomyomatose chez les femmes, le syndrome de Bartok-Dubé, et puis on a parfois des emphysèmes très évolués. Et donc, comme la biopsie pulmonaire n'est pas un geste simple, que parfois elle est contre-indiquée par la sévérité même de la maladie, et pour les patients chez qui on n'envisage pas forcément de traitement, on reste sur cette suspicion de diagnostic, et d'où notre objectif de rechercher des biomarqueurs sanguins diagnostiques. Et donc, l'hypothèse qu'on a fait, c'est d'abord on part du mécanisme de la physiopathologie. On sait que la constitution des lésions d'histiocytose langerhansienne pulmonaire est un processus dynamique qui va impliquer de nombreux médiateurs, que ce soit des chimiokines, des cytokines, des facteurs de croissance, des métalloprotéinases. C'est produit dans les lésions d'histiocytose et potentiellement relargué dans la circulation. Et donc notre hypothèse, c'est de dire, parmi ces N médiateurs que l'on peut mesurer dans le sang, est-ce qu'une combinaison de cas de ces médiateurs permettrait de distinguer les histiocytoses langerhansiennes pulmonaires kystiques des autres maladies kystiques pulmonaires de l'adulte?
Et avant d'aller vers cette étape, il a fallu d'abord rechercher un profil biologique différent par rapport à des témoins non malades, des témoins fumeurs et non fumeurs, et c'est ces résultats-là que je vais vous présenter. On est parti des patients de l'étude de tout à l'heure, de l'étude éclat, donc c'est une étude préliminaire, exploratoire. On avait 10 patients inclus, et on a 15 témoins, 9 fumeurs et 6 non-fumeurs, et on a mesuré 88 médiateurs, que vous pouvez voir ici, je ne vais pas tous les citer. Donc vous voyez qu'on a plus de médiateurs que de patients, ce qui pose déjà un problème méthodologique, statistique. Et donc on a fait une première étape d'analyse qui était l'analyse univariée. Est-ce que chacun des médiateurs était différent entre le groupe histiocytose et le groupe témoin? On en a identifié 28 qui différaient au seuil de 5%. C'est en faveur de l'histiocytose, ce qui est quand même rassurant. Donc c'est ce qui est en rouge, hein, les box plots en rouge. Donc ils sont tous plus élevés chez les patients atteints d'histiocytose. Et puis on a essayé de réduire ça, comme c'est fait souvent dans les études biologiques, c'est en utilisant une analyse en composantes principales. Comme on sait que beaucoup de variables peuvent être corrélées entre elles, donc on applique l'ACP, on essaie de réduire un petit peu toutes ces dimensions, voir comment les données sont structurées. Et donc on a pu montrer que finalement la dimension 1 qui est là, c'est l'ordonnée ici, ça distinguait bien les cas et les témoins. Et donc, on est parti regarder quelles étaient les variables qui participaient le plus à cette dimension 1 de l'ACP. Et donc, ce sont les variables qui sont listées ici. C'était l'IL1RA, l'IL16, le TNF-alpha, MCP2, TGF-alpha, MIF, MCP1. Bon, pareil, ça suppose aussi choisir. Alors, est-ce que c'est pertinent de prendre 5% qui contribuent, alors que le 4,5, est-ce qu'il joue ou pas? Donc, c'est un peu difficile hein, d'un point de vue méthodologique. Néanmoins, on a fait un choix, on a choisi celui-là. Et puis après, on a appliqué un modèle de régression logistique. Et puis avec les méthodes classiques de sélection de variables, on espérait aboutir à une combinaison. Je ne vous l'ai pas mise ici parce qu'en fait, le problème, c'est qu'en fonction de la méthode statistique que l'on choisit, il y en a plusieurs. Pour la sélection des variables, il y a du lasso, il y a des forêts, etc. On peut ne pas tomber sur la même combinaison. Donc pour le moment, j'ai quelques modèles. Alors il faut juste me croire dans cette étude-là, mais est-ce que c'est généralisable? Je ne sais pas. Et donc, pour résumer, donc, ce sont des données exploratoires. On est tous d'accord, c'est un faible échantillon. Sur le plan méthodologique, évidemment, ça pose question, mais au moins, ça permet d'ouvrir la possibilité de réaliser une autre étude qui est en cours, qui est biohistiodiag. Donc ça, pour le coup, c'est prospectif. On est en train de recruter, c'est des histiocytoses kystiques pures comparées à des Burtock du B, à des témoins fumeurs, à des emphysèmes, à des lymphangiolées et homéomatoses. Et donc, on ne va pas se restreindre à 4 variables, 3 paramètres, 3 médiateurs retrouvés dans le modèle de régression, mais on va normalement faire les 30 et on espère peut-être tomber ou trouver, identifier un biomarqueur. Donc ça, c'était pour le diagnostic. On a aussi besoin de biomarqueurs pour le pronostic. Et donc, comme on le sait, l'histoire naturelle de l'histiocytose longueur ancienne pulmonaire est difficile à prévoir au diagnostic. On sait que certains patients, la majorité d'entre eux vont s'en sortir et ne vont pas avoir d'altération de leur capacité pulmonaire. Et puis, il y a une proportion d'entre eux qui va développer un trouble ventilatoire obstructif. Et puis, parfois même une insuffisance respiratoire chronique et qui peut amener même à la greffe pulmonaire. Et donc, l'objectif était d'essayer d'identifier des biomarqueurs sanguins qui pourraient être éventuellement associés au pronostic. On est parti de cette étude qu'on a publiée récemment qui visait à mieux modéliser l'évolution de la fonction respiratoire des patients atteints d'histiocytose longueur ancienne pulmonaire. On avait identifié dans cette étude 2 groupes de patients. Les premiers, qui sont la trajectoire 1, ce sont les majorités des patients, 80%, qui ont un VEMS au diagnostic qui est normal et qui reste stable au cours du temps. Et en rouge, les patients qui sont plus faibles, là c'est 20% environ, qui ont d'emblée une altération de la fonction respiratoire au diagnostic et qui continuent à s'altérer au cours du temps. Et ce qui était intéressant, c'était que la survie était associée à ces 2 trajectoires. Et donc les patients de la trajectoire 2 mouraient plus. Et donc on avait adossé aux données du registre, donc une collection biologique, et on a pu exploiter 9 patients de la trajectoire 2,
parce qu'on avait vraiment la collection qui avait été faite au moment du diagnostic, parce que la difficulté quand on voit les patients, c'est qu'ils ne sont pas adressés forcément tout de suite, et on peut les voir 1 an, 2 ans après le diagnostic initial. Donc là, il nous les fallait au diagnostic. Et on les a appariés avec 16 patients de la trajectoire 2 sur 3 paramètres. L'âge, le sexe et le tabac, parce que ce sont des facteurs connus qui peuvent influencer le niveau de cytokine. Et donc, on a mesuré les 3 médiateurs que vous avez vus dans la première partie, ceux qui différaient des témoins. On a essayé de construire aussi une ACP, mais ça n'a pas permis tellement de séparer les cas et les témoins. On va se contenter d'une analyse univariée. On a trouvé en univarié que finalement, c'était le TNF-alpha qui était plus élevé chez les patients qui progressent que les patients qui ne progressent pas, et de même pour le MMP7. J'ai retrouvé dans la littérature du coup, des cas pédiatriques. On trouve un peu de TNF-alpha qui serait peut-être associé à l'extension de la maladie. Il y a quelques papiers qui sont cités ici, mais ça reste des données très préliminaires. Et donc, on a besoin quand même, pour pouvoir généraliser ça, d'avoir une plus grosse cohorte de patients. Voilà, je vous remercie.